Du travail qui épuise l'ouvrier qui est le héros du film. C'est un très beau. Peut-on trahir l'amour d'une vie sans dire un mot? Ou pire encore, peut-on survivre à l'amour en acceptant de le laisser partir? Imaginez un instant cette scène. Dans une salle de vente froide, impersonnelle, presque clinique, un objet dérisoire repose sous une vitrine éclairée. Un simple ticket de métro parisien, jauni par le temps, fragile comme une feuille morte. Aux yeux du monde, ce n'est rien. Un déchet, mais pour une femme, ce petit rectangle de carton pèse plus lourd qu'un cercueil. Car sur ce ticket, un homme a griffonné ses derniers mots d'amour avant de mourir. Et cette femme, c'est Marina Vladi. Lorsque le commissaire-priseur lève son marteau en 2015, un murmure parcourt la salle. Puis l'indignation éclate. Comment? Elle ose vendre cela? Elle ose mettre un prix sur l'amour, sur la mort, sur la mémoire. Dans les journaux, sur les plateaux télé, dans les cafés parisiens, les mots sont durs. Sacrilège, cupidité, trahison. Certains parlent même de profanation, comme si Marina Vladi avait vendu son âme en même temps que ce ticket. Mais personne ne pose la seule question qui compte vraiment. Et si ce geste n'était pas une trahison, mais un acte de survie? À 87 ans, Marina Vladi n'est plus l'icône flamboyante des années 60. Cette beauté slave qui semblait glisser sur les écrans comme une apparition irréelle, elle est devenue une femme seule, entourée de souvenirs trop lourds à porter. Une survivante, une gardienne de tombe. Tous les hommes qu'elle a aimés sont morts. Et ce ticket de métro, qu'on sanctifie aujourd'hui, elle l'a serré contre son cœur pendant 35 longues années. 35 ans de silence, de deuil, de nuits sans sommeil. Ce que le public refuse d'admettre, c'est que les reliques finissent parfois par étouffer ceux qui restent en vie. Les objets deviennent des chaînes, les souvenirs, des pièges, et Marina, enfermée dans ce rôle de veuve éternelle, sentait son passé l'attirer lentement vers le fond. Vendre, ce n'était pas oublier. Vendre, c'était respirer. Pourtant, l'histoire est plus complexe, plus ancienne, plus douloureuse encore. Ce geste que le monde a jugé impardonnable n'est pas né d'un coup de tête, ni d'un besoin d'argent. Il est l'aboutissement d'une vie marquée très tôt par la perte, par l'absence, par l'obligation de devenir forte avant même d'avoir eu le droit d'être fragile. Car avant d'être une légende, avant d'être une femme aimée par des hommes hors normes, Marina Vladi n'était qu'une enfant, une enfant à qui l'on a arraché l'innocence bien trop tôt. Et pour comprendre pourquoi elle a fini par tout vendre, il faut remonter là où tout a commencé. Bien avant les projecteurs, bien avant les applaudissements. À l'instant précis où son enfance s'est brisée pour toujours. Avant que les projecteurs ne sculptent son visage, avant que les hommes ne projettent sur elle leurs fantasmes et leurs attentes, Marina Vladi n'était qu'une enfant. Une enfant silencieuse, observatrice, déjà trop lucide pour son âge. Le monde l'a découverte en 1956, courant pieds nus dans les forêts nordiques, incarnation d'une beauté presque surnaturelle dans La Sorcière. Le public croyait voir une créature née de la nature, libre, insaisissable. La vérité était tout autre. Cette jeune fille, qui fascinait l'Europe entière, portait déjà en elle une peur ancienne, tapie dans l'ombre. À 13 ans, Marina perd son père. Une disparition brutale, définitive, sans explication qui apaise. Ce jour-là, l'enfance s'arrête net. Il n'y a plus de filet de sécurité, plus de voix graves pour rassurer, plus de regards protecteurs. Elle est la cadette de 4 sœurs et soudain, sans l'avoir choisie, elle doit devenir solide, trop solide. On n'apprend pas à pleurer quand on doit tenir debout pour les autres. Cette blessure-là ne saigne pas. Elle s'infiltre. Elle façonne une personnalité. Marina comprend très tôt qu'elle ne peut compter que sur elle-même. Elle travaille, elle accepte, elle avance, elle apprend à se taire. Ce silence, qui deviendra plus tard sa marque de fabrique à l'écran, est d'abord une armure, une manière de ne pas s'effondrer. Quand la gloire arrive, elle ne ressemble pas à une récompense. Elle ressemble à une accélération brutale. Marina n'a pas eu le temps de se chercher, encore moins de se perdre. Elle passe directement de l'enfance à la responsabilité, du deuil à l'admiration publique. Et comme souvent chez ceux qui ont perdu trop tôt, un manque s'installe. Un vide immense, celui du père disparu, celui d'un repère qui ne reviendra jamais. Ce vide va guider toute sa vie affective. Inconsciemment, Marina cherchera chez les hommes ce qu'elle a perdu adolescente, une autorité rassurante, une force, une protection, mais aussi une validation, être aimée pour exister.
être choisi pour ne plus être abandonné. C'est ainsi que naissent les amours dangereuses, celles où l'on se donne trop, où l'on s'efface lentement, persuadé que l'amour, s'il est assez fort, réparera l'enfance brisée. À l'extérieur, Marina est déjà une star. À l'intérieur, elle reste cette jeune fille qui n'a jamais eu le droit de tomber. Elle sourit aux photographes, elle répond aux interviews, elle traverse les plateaux avec une élégance distante. Mais derrière ce masque de calme, une fatigue profonde s'installe. La fatigue de devoir être adulte tout le temps, la fatigue de ne jamais être protégée. C'est précisément dans cet état de fragilité invisible qu'elle va rencontrer son premier grand amour. Un homme plus âgé, charismatique, admiré. Un homme qui semble tout savoir, tout maîtriser. Pour Marina, il représente bien plus qu'un compagnon. Il est une promesse, celle d'un foyer, d'une structure, peut-être même d'un père symbolique qu'elle n'a jamais cessé de chercher. Elle ne le sait pas encore, mais en entrant dans cette relation, elle va troquer une solitude douloureuse contre une autre forme de prison. Une prison dorée, élégante, respectable. Et ce sera sa première grande désillusion. Car l'amour, lorsqu'il naît d'un manque ancien, porte souvent en lui les graines de la souffrance. Lorsqu'elle rencontre Robert Hossein, Marina Vladi croit enfin toucher ce qui lui a toujours manqué, la stabilité. Il est plus âgé, charismatique, respecté, un homme de théâtre et de cinéma, habité par une intelligence sombre, magnétique. Aux yeux du public, ils forment un couple parfait, presque mythologique. La beauté silencieuse et l'intellectuel tourmenté. La presse adore cette union. Elle y voit une évidence. Marina aussi. Du moins au début. Hossein devient rapidement bien plus qu'un mari. Il est un guide, un mentor, un architecte. Il façonne Marina, la dirige, la met en scène, la magnifie à l'écran. Il la révèle au monde, mais en même temps, il la définit. Peu à peu, Marina comprend que sa place est précise, étroite. Être la muse, inspirer, se taire, soutenir, briller, mais jamais trop fort, exister, mais à travers le regard de l'autre. À cette époque, Marina est encore très jeune, trop jeune pour comprendre que l'amour peut parfois ressembler à une négociation silencieuse. Elle accepte beaucoup, elle s'adapte, elle apprend à composer avec l'obsession créatrice d'un homme pour qui l'art passe avant tout, même avant l'intimité, même avant la famille. Car très vite, Marina devient mère, 2 fois. Et sans transition, elle se retrouve à jongler entre les tournages, les répétitions, les couches, les biberons, les nuits trop courtes. La femme adulée sur les affiches est aussi une mère épuisée qui tente de tout tenir sans jamais se plaindre. Elle porte sur ses épaules le poids d'une double vie que personne ne voit vraiment. Dans cette maison où l'on parle d'art, de texte, de projet, Marina commence à se sentir seule. Une solitude paradoxale. Car elle n'est jamais vraiment abandonnée, mais elle n'est jamais rejointe non plus. Elle comprend peu à peu que l'amour d'un créateur est exigeant, parfois vorace, qu'il éclaire, mais qu'il brûle aussi. Le conte de fées se fissure. Lentement, sans cri, sans scandale, juste une fatigue qui s'accumule, une distance qui s'installe. Marina se rend compte qu'elle s'est effacée sans même s'en apercevoir, qu'elle est devenue indispensable au bon fonctionnement du foyer, mais interchangeable dans le cœur de l'homme qu'elle aime. Lorsque le mariage s'effondre, ce n'est pas seulement une rupture sentimentale, c'est un séisme intérieur. Marina perd l'illusion de la famille parfaite, cette construction fragile qu'elle avait érigée pour réparer son enfance brisée. Elle se retrouve seule avec ses enfants, blessée, désorientée, confrontée à une vérité brutale. L'amour ne suffit pas toujours, même lorsqu'on y met tout. Cette séparation marque une étape décisive. Pour la première fois, Marina comprend que s'abandonner entièrement à l'autre comporte un prix très élevé, mais elle n'a pas encore appris à se protéger, et surtout, elle n'imagine pas une seconde que le pire est encore à venir. Robert Hossein restera un ami fidèle, un compagnon intellectuel, une figure importante de sa vie. Mais cette histoire laisse en elle une cicatrice profonde. Elle a aimé un homme brillant. Et elle en est sortie diminuée, comme si chaque amour lui arrachait un peu plus d'elle-même. Et pourtant, malgré cette désillusion, Marina ne renonce pas à l'amour. Au contraire, le vide laissé par cette rupture va attirer une passion d'une toute autre nature. Une passion incontrôlable, violente, historique, une passion qui ne se contentera pas de la blesser, mais qui la consumera entièrement. C'est à Moscou, en 1967, par une nuit glaciale, que la vie de Marina Vladi bascule dans une autre dimension.
Elle ne le sait pas encore, mais à l'instant précis où elle entend cette voix pour la première fois, plus rien ne lui appartiendra vraiment. Vladimir Vysotsky n'est pas un homme séduisant au sens classique. Il est trapu, marqué par la fatigue, presque rude, mais lorsqu'il parle, lorsqu'il chante, quelque chose se fissure dans l'air. Sa voix rauque semble porter la douleur, la colère et l'espérance de tout un peuple. Pour Marina, habituée aux salons parisiens, aux mots feutrés, aux élégances contrôlées, Vladimir est un choc frontal. Il est brut, incandescent, incontrôlable. L'aimer, c'est comme serrer un volcan contre soi en sachant qu'il finira par entrer en éruption. Et pourtant, elle ne résiste pas, parce que cette voix parle directement à ses blessures, parce qu'il est lui aussi un homme brisé. Leur amour n'a rien d'ordinaire. Il est condamné dès le premier jour. Entre eux se dresse le rideau de fer, cette frontière invisible mais impitoyable qui sépare deux mondes irréconciliables. Marina vit en France. Vladimir est prisonnier de l'Union soviétique, surveillé, censuré, entravé. Leur relation devient une course contre la montre, une suite d'adieux, de retrouvailles trop brèves, de promesses murmurées dans l'urgence. Pendant 12 ans, Marina mène une existence de funambule. Elle traverse les frontières comme on traverse des champs de mines. Chaque visa est une bataille, chaque autorisation de séjour une victoire provisoire. Elle devient une contrebandière de l'amour, remplissant ses valises de médicaments introuvables à Moscou, de vêtements, de petits objets dérisoires, mais chargés d'espoir. Tout ce qui peut prolonger la vie de l'homme qu'elle aime. Le téléphone devient leur cordon ombilical. Des nuits entières, Marina reste assise dans le noir à Paris, le combiné collé à l'oreille jusqu'à la douleur. Elle écoute Vladimir chanter à voix basse, lui confier ses nouvelles chansons, ses peurs, ses colères. Chaque appel coûte une fortune. Mais qu'importe, entendre sa respiration vaut plus que tous les cachets du monde. Car pendant que Marina se bat contre les frontières et les bureaucraties, un ennemi bien plus dangereux ronge Vladimir de l'intérieur. L'alcool, puis la morphine. Des refuges trompeurs, encouragés par un entourage complaisant, par un système qui préfère voir ses artistes s'autodétruire plutôt que parler trop fort. Marina comprend très vite qu'elle n'est plus seulement une épouse. Elle devient infirmière, gardienne, protectrice. Elle passe des nuits entières à le chercher dans les bas-fonds de Moscou, à l'arracher au bar, aux faux amis, à ses admirateurs qui le vénèrent tout en l'aidant à sombrer. Elle supplie, elle menace, elle pleure, elle l'enferme parfois de force dans des cliniques de désintoxication. Elle lutte contre des démons qui ne sont pas les siens, mais qu'elle assume comme tels. L'amour devient un combat quotidien, épuisant, inégal. Marina donne tout, encore une fois, persuadée que si elle aime assez fort, elle pourra sauver l'homme qu'elle aime. Mais on ne sauve pas un homme contre lui-même. Le 25 juillet 1980, alors que Moscou célèbre les Jeux Olympiques et que la ville brille d'une façade joyeuse et mensongère, le téléphone sonne à Paris à 4 heures du matin. Cette fois, ce n'est pas la voix rauque de Vladimir qui résonne dans l'appartement silencieux. C'est celle d'un inconnu. Quelques mots suffisent, des mots froids, irréversibles. Vladimir est mort. Son cœur a cédé, épuisé par les excès, par la souffrance, par une vie trop intense pour un seul corps. Marina s'effondre. Elle n'était pas là. Elle arrive trop tard. Et cette absence deviendra une plaie béante qui ne se refermera jamais. À 42 ans, elle est veuve d'une légende, et une partie d'elle meurt avec lui. Elle croit alors avoir atteint le fond de la douleur humaine. Elle se trompe, car survivre à un tel amour, c'est parfois une épreuve plus cruelle encore que de mourir avec lui. Après la mort de Vladimir Vysotsky, Marina Vladi ne vit plus vraiment. Elle fonctionne, elle respire, elle avance mécaniquement comme une survivante sortie des décombres. Autour d'elle, le monde continue de tourner, indifférent. On la regarde avec respect, parfois avec fascination. Elle est la veuve d'eux, une étiquette lourde, écrasante, qui semble résumer toute son existence. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est brisé définitivement. Elle porte une culpabilité muette, presque honteuse, celle d'avoir été absente au moment où l'homme de sa vie s'est éteint. Elle se reproche tout, de ne pas avoir insisté davantage, de ne pas avoir été là cette nuit-là, de ne pas avoir pu sauver encore une fois. Ce sentiment porte un nom que l'on n'ose pas toujours prononcer. La culpabilité du survivant. Pourquoi lui est-il mort et pas moi ? Pourquoi suis-je encore là, condamné à vivre avec ce vide ? C'est dans cet état de fragilité extrême
qu'un homme entre dans sa vie sans fracas, sans lyrisme, presque en silence. Léon Schwarzenberg, un médecin, un cancérologue, un homme de science et de rigueur, habitué à regarder la mort en face, sans phare ni illusion. Rien à voir avec les artistes tourmentés qu'elle a aimés auparavant. Léon ne promet pas l'éternité, il promet la présence, la constance, la vérité. Avec lui, Marina découvre un amour qu'elle ne connaissait pas, un amour apaisé, mature, un amour qui ne demande pas qu'on se sacrifie pour exister. Léon ne cherche pas à la façonner, ni à la posséder. Il accepte ses silences, ses absences, ses fantômes. Il comprend que Vladimir Vysotsky occupera toujours une place dans son cœur, et il ne s'en sent pas menacé. Cette intelligence émotionnelle rare devient pour Marina une planche de salut. Pendant plus de 20 ans, ils avancent de bande ensemble. Ils partagent non seulement une intimité, mais aussi des combats. Loin des tapis rouges, on les voit défendre les sans-papiers, les mal logés, les oubliés. Marina retrouve un sens, une utilité. Elle n'est plus seulement l'icône blessée. Elle est une femme engagée, ancrée dans le réel. Léon devient son refuge, son ancre, son dernier rempart contre la solitude. Et puis, l'ironie du destin frappe avec une cruauté presque obscène. Léon, l'homme qui a passé sa vie à lutter contre le cancer, est à son tour frappé par la maladie. Cette fois, Marina est impuissante. Elle qui a tant combattu pour sauver les autres doit assister, jour après jour, à l'effondrement de l'homme qui l'a sauvée. Elle tient sa main, elle veille, elle espère encore. Mais la science recule, la fatalité gagne. En 2003, Léon meurt. Et avec lui disparaît le dernier pilier de l'existence de Marina. Ce n'est pas un deuil de plus, c'est le coup de grâce. Elle se retrouve seule dans un appartement trop grand, envahi par le silence. Les murs semblent murmurer les noms de ceux qu'elle a perdus. Chaque pièce devient un mausolée. Chaque objet, une accusation. C'est alors qu'un ennemi insidieux, longtemps tenu à distance, s'approche enfin. L'alcool. Celui qu'elle a tant combattu chez Vladimir. Celui qu'elle méprisait. Marina commence à boire, d'abord pour dormir, puis pour oublier, puis simplement pour tenir. Les soirées se confondent, les nuits s'allongent, la maison devient une île coupée du monde. Ses seuls compagnons fidèles sont ses chiens, témoins muets de ses chutes et de ses réveils difficiles. Elle touche le fond, lentement, sans scandale, sans témoin, une descente silencieuse, d'autant plus dangereuse qu'elle est invisible. Marina comprend alors qu'elle est en train de mourir à petit feu, non pas physiquement mais intérieurement, écrasée par le poids des morts, prisonnière de ses souvenirs, gardienne involontaire d'un cimetière émotionnel. Et un jour, dans un éclair de lucidité douloureuse, elle comprend qu'il n'y a qu'une seule issue. Pour continuer à vivre, elle devra accomplir un geste que le monde jugera impardonnable. Car pour se sauver elle-même, Marina Vladi va devoir se séparer de ce que beaucoup considèrent comme sacré. En 2015, Marina Vladi comprend qu'elle est arrivée au bout d'un chemin. Pas au bout de la vie, non. Au bout d'une survie devenue insupportable. Autour d'elle, les objets parlent plus fort que les vivants. Les lettres, les manuscrits, les photos, les bijoux, le masque mortuaire. Et ce ticket de métro, minuscule, fragile, chargé d'un poids démesuré. Chaque chose est une porte ouverte sur la douleur. Chaque souvenir, une rechute possible. Marina ne dort plus vraiment. Elle n'habite plus vraiment sa propre vie. Elle garde, elle veille, elle s'épuise. Alors elle décide. Une décision radicale. Violente, incompréhensible pour ceux qui regardent de l'extérieur. Elle met en vente les reliques de sa vie, non pour l'argent, mais pour l'air, pour l'espace, pour la possibilité de continuer à respirer. Le scandale éclate aussitôt. On l'accuse de trahir la mémoire de Vladimir Vysotsky, de monnayer l'amour, de profaner un génie. Les jugements pleuvent, rapides, définitifs. Comme si ceux qui n'ont jamais porté 35 ans de deuil savaient mieux qu'elle ce qu'il faut faire pour rester debout. Marina, elle, parle d'une métaphore simple, presque cruelle de vérité. Elle dit qu'une montgolfière trop lourde finit par s'écraser, que pour continuer à voler, il faut parfois jeter du lest, même si ce lest est sacré, même s'il fait mal de le lâcher. Vendre, pour elle, n'est pas effacer. Vendre, c'est refuser de mourir enseveli sous le passé. Elle quitte la grande maison remplie de fantômes. Elle choisit un appartement plus modeste, moins de pièces, moins d'écho. Elle garde l'essentiel. Ce que personne ne peut acheter ni vendre, la mémoire vivante, celle qui bat encore dans le cœur et non celle qui dort dans les vitrines. À l'aube de ses 87 ans,
Marina Vladi n'est plus la sorcière fascinante des écrans, ni la veuve tragique d'un poète maudit. Elle est une femme âgée, entourée de ses chiens, du chant de ses oiseaux, du silence enfin apaisé. Elle ne cherche plus à plaire, elle ne cherche plus à être admirée, elle cherche à être vraie. En brisant le silence sur ses failles, sa chute, son alcoolisme, elle n'a pas demandé la pitié, elle a repris le contrôle de son récit. Elle a refusé cette hypocrisie confortable qui préfère les icônes figées, mortes ou muettes, aux femmes vivantes qui vieillissent, doutent et parlent encore. Marina a choisi la vérité, même rugueuse, même dérangeante. Son histoire dépasse largement celle d'une actrice célèbre. C'est le récit universel d'une question que chacun de nous finit par se poser un jour. Que faire de nos morts? Les portons-nous jusqu'à nous effondrer avec eux? Ou trouvons-nous le courage de transformer l'amour pour continuer à vivre? Le ticket de métro a été vendu. Les masques de bronze ont quitté la maison. Mais l'amour, lui, n'a jamais disparu. Il a simplement changé de forme. Comme une voix qui continue de résonner longtemps après que la musique s'est arrêtée. Et maintenant, laissez-moi vous poser une question. Une vraie. Une question inconfortable. Si vous étiez à la place de Marina Vladi, auriez-vous eu le courage de lâcher vos reliques les plus sacrées pour sauver votre propre vie? Si cette histoire vous a touché, si elle a réveillé en vous des souvenirs, des questions, des blessures peut-être, alors dites-le moi en commentaire. Votre parole compte. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager à ceux qui savent écouter le silence et de vous abonner à la chaîne pour continuer à explorer ces destins que l'histoire préfère souvent oublier. Ici, nous donnons une voix à ceux qui ont survécu.